Dominant le flanc sud du massif des Vosges, le ballon d'Alsace est le point de départ du sentier de grande randonnée qui relie les Vosges au Jura. À cheval entre l'Alsace et la Franche-Comté, il fait partie du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Le GR 59 nous emmène du Ballon d'Alsace à Baume-les-Messieurs. C'est dans les vastes prairies du massif du Ballon d'Alsace que nous retrouvons nos premiers compagnons de route. Accompagnateur de moyenne montagne, Jacques Dateau nous fait partager sa philosophie et ses pensées. Randonner, c'est pas que recevoir, c'est aussi donner, quoi. On apprend des autres, on apprend en regardant. On peut savoir la météo, ce qu'elle peut nous dire en observant les oiseaux, en observant leur comportement des animaux, des insectes. C'est tout un ensemble, c'est un ensemble à vivre. Tu vois, là, on va bientôt arriver à il y a le temps qui se à gâte. la ferme, et puis ensuite on Je fais les grilles là au-dessus. 600 mètres de dénivelé. Regarde. Il y a le temps qui se gâte. Petite halte à la ferme où Grégory s'active à rentrer ses chèvres. On a un troupeau de 40 chèvres et 38 petits. Donc les petits qui sont là, c'est les petits qui sont encore sous la mer. Et les petits qu'on a dans l'enclos, dans l'étable, c'est les petits qui sont sevrés. Donc voilà. Les filles, hop! Allez, viens! Yep! Allez, hop! Située sur les flancs du Ballon d'Alsace à 750 mètres d'altitude, la ferme auberge du Hinteralfeld est une affaire familiale. Adèle, la petite dernière, apporte des soins constants aux chevreaux, comme une lutte contre leur destin tragique. On retire nos morceaux de chevreau. Janine, Marie-Louise et Alexandra leur réservent un sort plus succulent. Ils ont la sauce, on prélève du jus de cuisson, de la marinade. On l'épaissit un peu et on met un peu de vin rouge. Enfin, c'est un style de sauce grand veneur, disons, avec un peu de cognac. C'est un peu secret de maison quand même. C'est des recettes à l'ancienne que nous on a de nos parents. On garde que les femelles pour la reproduction. Et donc les petits mâles, on ne peut pas tous les garder. Donc il faut se faire une raison. Ah ben, ça me faisait mal, hein, comme à l'âge de ma petite sœur. Hein. Maintenant, on s'y est fait. Hein. Maintenant, on le cuisine, donc on l'élève et on le cuisine, donc voilà. Avec des knäpfler. Bon appétit. Merci. Merci. Reprenons notre route et quittons l'Alsace pour arriver en Franche-Comté. Ce petit groupe de randonneurs fait partie de l'association qui s'occupe de l'entretien et du balisage du sentier. Parcourant le chemin qui mène à la chapelle Notre-Dame-du-Haut, ils repeignent avec un œil attentif ces symboles détériorés par le temps. De couleur rouge et blanche, ils indiquent les sentiers de grande randonnée. Nous les accompagnons jusqu'à la chapelle Notre-Dame-du-Haut, située dans la commune de Ronchamp. Construite en 1955, la chapelle est un élément majeur de l'art sacré contemporain, un lieu de culte imaginé par Le Corbusier. Le travail de l'architecte va au-delà de la conception de la chapelle. Comme peintre, il a également conçu et dessiné les motifs des vitraux et de la porte d'entrée. Le Corbusier a voulu créer un lieu de silence et de paix dans lequel l'art, le sacré et la nature se rejoignent. En poursuivant notre chemin sur le GR 59, nous faisons une rencontre insolite. Marie-Dominique et Jean-Luc inaugurent un nouveau concept de balade. Je m'adresse beaucoup aux familles et aux enfants
pour avoir envie de faire des efforts, avoir envie d'aller au-delà de ses habitudes. Donc il faut provoquer un effet de surprise. Donc le lama, c'est un bon vecteur. Et en plus, on habite dans une zone humide. Les ânes ne s'y plairaient pas. Notre terrain est fragile. Et le lama est beaucoup plus rustique. Le lama, c'est caractéristique chez lui et il induit la paix. Il est calme et il marche doucement. Il est sensible au son. Et eux sont très habitués aux enfants, donc il n'y a aucun souci. Ils ne blessent pas, ils ont des coussins sur les pattes, ce n'est pas des sabots. Ils sont grands, ils imposent le respect, ils sont un peu hautains. Donc effectivement, ils induisent le calme. Il a eu un petit peu peur, il a eu un peu peur, reste devant. Fin de cette parenthèse péruvienne. Direction le massif du Jura. Ici, nous faisons halte dans une zone naturelle remarquable. Le marais de Solno est un lieu privilégié pour observer la faune sauvage. Paul Flukiger, accompagné de Caroline Maffly, participe intensivement à la préservation de ce biotope. Là, Puyo Veloz. Puyo Veloz. Alors, fauvette à tête noire. Hippolaïs polyglotte. Alors, on a entendu le pigeon ramier, le coucou, la fauvette à tête noire, la rousserolle et farvate, dans les joncs ici, là. La mésange charbonnière. La mésange charbonnière. Comme quoi on peut faire un inventaire rien qu'en écoutant les chants d'oiseaux. L'abri, le couvert et le restaurant. Ils Voilà. ont ce qu'il faut à manger, les insectes au niveau de l'étang. Dans la roselière, dans le marais, il y a pas mal d'insectes pour nourrir les oiseaux. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour s'y plaire, au moins en halte migratoire. Suivons maintenant Frédéric, le frère de Paul. Il photographie au cours de ses excursions les quelques 152 espèces végétales du Marais. À ses côtés, nous partons à la découverte d'une plante à la structure peu commune, le touradon. Ces plantes-là ont pratiquement 50 ans d'âge. Et elles croient toujours vers le haut. Elles ne s'étendent pas par des rhizomes. Les rhizomes sont toujours là à fleur et elle continue à pousser sur son socle. Et elle continue à se brûler. C'est une plante qui est devenue rare, très rare même en plaine. Le sol, on le sent vraiment spongieux. Hein. C'est tous les déchets de phragmites, hein, puisque ce sont des phragmites, ça se transforme en tourbière carrément. Dans le temps, ils s'en servaient pour couvrir les toits. C'était là, ça remplaçait les tuiles. Mais autrement, la fonction des phragmites, non, il n'y a aucune. Maintenant, elles ne servent qu'à combler un vide, c'est tout. Mais bon, elles ont le droit à la vie comme les autres. Prochaine étape, la jolie ville de Villers-Sexel. Cette petite cité de caractère abrite un château classé monument historique. Datant du 19e siècle, le château connut une histoire mouvementée.
Aujourd'hui, on peut le visiter. Bonjour Philippe. Et être accueilli par Jean-Pierre Potet, le maître des lieux. Gentil à vous d'être venu jusqu'ici. Entrez donc. Quel plaisir. Bonjour. Voilà. C'est ici que vous allez pouvoir nous montrer votre talent, mon cher Philippe. L'édifice, superbe copie de style Louis XIII, aurait été construit par deux architectes prestigieux, Charles Garnier et Gustave Eiffel. Le château était complètement vide. Nos voisins germains ont occupé le château, ils n'ont rien pris. En 1945, joie de la libération, tout a été volé. Depuis 30 ans, je me débat, je rachète les meubles, je les retrouve, je les remets à leur place. Et le château que vous voyez, c'est celui qui existait il y a 100 ans. Le château aurait abrité de nombreux invités célèbres. Montaigne, l'illustre général Lafayette et le maréchal Joffre. La légende raconte que Charles de Gaulle et Winston Churchill y auraient résidé. Le château, c'est la démesure, c'est 1 hectare de toiture, c'est des longueurs immenses, c'est plus particulièrement une ossature métallique de Gustave Eiffel qui permet d'avoir une maison étonnamment ouverte et très peu de murs porteurs. Et si la visite vous a convaincu, sachez que vous pouvez passer la nuit dans les lieux de nos illustres ancêtres. Ça y est, vous avez terminé? Ben non, mais Titi, t'es le maître, Parce allez, que Titi, les- allez, moi comme il faut, les mets comme il autres faut arrivent les bientôt. troncs. Allez, tire comme il faut. Voilà. Voilà. Voilà, T'as bien c'est parfait, tiré, c'est ton bien. oreiller, il est bien. Allez, c'est prêt. Quittons la plaine pour arriver sur les premières pentes du massif jurassien. Le paysage change radicalement. Chaîne de plissement, le Jura a donné naissance à un type de relief bien spécifique. Dominant les hauteurs de la vallée du Cusançin, nous reprenons notre itinéraire avec Sylvie Debras. Fondatrice et rédactrice du magazine En Vadrouille, elle parcourt chaque année près de 600 km de sentiers. Elle photographie et note avec attention chaque détail de la balade qu'elle proposera aux marcheurs. Il y a des chemins balisés, donc il y en a un qui part de la petite chapelle Saint-Hermin-Froid qu'on voit là. Quand on grimpe le matin, c'est le début de la balade, on trouve que c'est très très dur de grimper là. Et en fait c'est une toute petite butte, on le voit de là. Et il y a un chemin de crête qui est balisé par l'URV qui court là tout le long de la crête et un autre chemin de crête là qui vient de monter vers Nage. Mais il y a quelques centaines de mètres de dénivelé, enfin c'est pas les Alpes hein, non plus. Alors là, c'est un bel exemple de géologie jurassienne. On est sur un lapiaz jeune, c'est-à-dire une table de calcaire qui est en train de se fissurer, de s'entailler. Et puis on a des petites cuvettes comme ça, là, où vont pousser, on a une petite jardinière, hein, il y a une petite plante qui pousse. Et c'est un récipient, ça va contenir de l'eau, ça va creuser, l'eau va s'infiltrer. Et ce qu'on voit là sur le sol, c'est exactement la même chose sous le sol. C'est-à-dire que le sous-sol de la Franche-Comté, c'est un énorme gruyère, plein de galeries avec des sources, des rivières souterraines qui sortent toutes formées des montagnes de karst, justement. Ce paysage tourmenté offre le gîte à une faune paisible. Les lumières et les ombres alternent dans cette région fortement boisée. Composée à 70% de feuillus, la forêt recouvre presque la moitié de la Franche-Comté. Jacques Lacoste, dessinateur, nous fait découvrir les endroits qui l'inspirent dans notre étape la plus urbaine, Besançon. Alors là, nous arrivons sur la place de la Révolution, que les Bisontins connaissent surtout sous le terme de la place du marché, parce que pendant très longtemps, il y a eu
des marchés sur cette place. Et l'intérêt de cette place aussi, ce sont ces bâtiments. Alors là, nous avons l'école de musique, le musée des beaux-arts. Et sur le fond, là, nous avons l'ancienne clinique du Saint-Esprit. Et cette superbe fontaine qui a été déplacée puisque la place a été restaurée il y a 2 ans. Donc c'est tout récent. Assurément, Jacques s'est beaucoup promené en ville. Dans son livre « Besançon, ville patrimoine », il propose des dessins au crayon presque photographiques illustrant la richesse de la cité comtoise. Les dessins au crayon, j'en fais depuis toujours. Depuis que je suis gamin, j'adore ça, quoi. Donc je dessine toujours. Donc pour le coup, effectivement, il n'y a pas de la couleur, mais peu importe, justement, c'est à moi de, simplement avec du noir et blanc, de créer une ambiance, une lumière, une vie, quoi. C'est pas triste du tout. C'est pas de l'illustration, c'est du dessin documentaire, en fait. Cité d'art et d'histoire, rien d'étonnant que la ville natale de Victor Hugo figure depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entamons la deuxième partie de notre périple en direction de Baume-les-Messieurs. En suivant la direction du GR, nous nous arrêtons quelques instants pour admirer un paysage, le cirque du fer à cheval. Avec une falaise de plus de 240 mètres de hauteur, l'endroit abrite la grotte des Planches. Respectivement guide et spéléologue, Jean-Yves Perrier et Roger Lutz nous offrent l'occasion de pénétrer dans un monde souterrain mystérieux et d'y observer des formations rocheuses inconnues à la surface. Découverte en 1813, la grotte porte des traces attestant du passage des hommes durant la préhistoire. Aujourd'hui encore, elle n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Si nous revenions à une autre période de l'année, on pourrait voir cette grotte avec de l'eau, beaucoup d'eau, une cascade dans le fond. Hein, on aurait le bruit, l'ambiance. Donc ce siphon est régulièrement parcouru par des plongeurs, hein, dont le but est d'explorer les galeries post-siphon, qui se trouvent derrière ce siphon. Ces galeries actuellement connues font environ 6 km de longueur. Le potentiel réel de cette grotte est de plus de 60 km. Regardez là, on voit une petite bête blanche qui bouge, c'est un petit crustacé qui est totalement aveugle, totalement dépigmenté et qui vit sous terre. Et il vit uniquement sous terre parce que s'il sortait, il mourrait tout de suite brûlé par les rayons solaires. Une grosse crue nous a apporté 2 grenouilles qui sont prisonnières au fond d'un trou. Donc elles ne vivent pas dans la grotte, elles sont plutôt elles survivent, quoi, on va dire. Donc voilà, la plus belle et la plus grande des marmites de la grotte des Planches. Alors ça se forme avec des galets, parce qu'en fait les marmites piègent des galets, et avec le courant du torrent, ce galet arrive à ronger la paroi. Et d'ailleurs on voit bien les traces d'érosion tout autour. Et celle-ci est particulièrement régulière, on a l'impression que ça a été creusé par un forêt, tellement c'est régulier. Alors par contre, le galet a disparu. Hein. Logiquement, on devrait retrouver au fond le galet avec les résidus d'érosion qu'on ne trouve pas.
au pied du cirque du fer à cheval, le lent travail de l'érosion a donné naissance à ces vallées en cul-de-sac appelées reculées. Un peu plus au sud, accroché sur son rocher, Château-Chalon est un des plus beaux villages de France. Il veille sur ses vignes et dans ses caves sommeille le précieux vin jaune. Jean Berthet-Bondé est viticulteur. Il nous livre les secrets de fabrication de l'or jaune du Jura. Voilà, je vais procéder au contrôle d'un fût de Château-Chalon. Alors le Château-Chalon, c'est un vin jaune, hein, bien sûr. Donc il est élaboré à partir du cépage savagnin, élevé pendant 6 ans en fût. Alors on l'appelle vin jaune parce que, au bout de 6 ans de fût, il est un petit peu plus coloré quand même que les vins blancs classiques. Alors une fois que le Château-Chalon est en fût, dans ces conditions-là, il y a des arômes typiques qui apparaissent assez vite. Des arômes d'amandes, de noisettes, de noix. Et là, ils sont bien décelables. On a un joli vin qui a pris un bon départ, qui n'est pas abouti encore, puisqu'il faut attendre 6 ans, hein, mais là, il est très bien. C'est presque la partie olfactive qui est la plus importante dans la dégustation. On décèle déjà beaucoup de choses au nez. Et voilà un fût qui est bien et qui peut rester là encore 5 ans avant d'être mis en bouteille. Nous retrouvons Jean dans ses vignes. Le royaume du vin jaune, ce sont 50 hectares baignés de soleil. Donc là, on a un sol assez pierreux. Hein, c'est un sol assez propice à la culture du cépage chardonnay. Sur un autre secteur pas très loin d'ici, vous aurez des terres plus marneuses, beaucoup plus adaptées au cépage savagnin. Retour sur le GR59. Toujours vers le sud, nous prenons maintenant la direction de Granges-sur-Baume. Après le vin, le fromage. C'est la famille Poulet qui nous accueille. Fromager de père en fils. Hubert à la fabrication, Fabien à la vente. Moi, j'ai pas cette main fromagère que mon père a inculqué à mon frère. Il y a plein de bons produits régionaux. Du bon comté, du bon morbier, de la tome du Jura qu'on fabrique ici, du saucisson fabriqué sans boyau avec des petits morceaux de morbier de chez nous dedans, du vrai beurre cru qu'on moule encore à la main, de la cancoyote, enfin plein de bons produits régionaux. Et on retrouve Hubert dans la cave, un expert en affinage. On les frotte 2 fois par semaine. Hein. C'est des fromages là, qui ont 1 mois d'affinage. Donc voilà. Après, les plus frais, hein, ceux qu'on a fait, on les frotte tous les jours, pendant 1 semaine, à l'eau bien salée. Et ceux-là, voilà, quoi, on les fait à l'eau, avec un peu moins de sel. Et voilà, quoi. Après, mon arrière-grand-père était fromager, hein, mon grand-père, donc mon papa, le frère à mon père, le frère à mon papa, et puis un autre cousin aussi. Donc on a un peu toute une famille. C'est vrai que pendant les repas de famille, hein, on parle de fromage. Dernière escale, et pas des moindres, Baume-les-Messieurs. Les soulèvements géologiques ont fait de ce paysage l'un des plus riches et des plus remarquables de Franche-Comté. Au fond du cirque, au pied des falaises, se trouve la cascade des Tuffes. C'est dans ce cadre grandiose que Didier Favre nous invite à sa table. Au menu, salade de truite au savagnin.
Donc oui, c'est assez difficile. Il faut bien suivre les filets, laisser le moins possible de chair sur les filets. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus net possible, qui soit assez présentable. J'utilise principalement des truites blanches, ce qui est l'origine des truites. C'est pas les vraies truites sont blanches et pas saumonées, contrairement à ce qu'on peut trouver souvent. Et c'est un produit vraiment d'ici, quoi. Puis en plus, j'ai une rivière juste au bout de mon jardin qui est en bas de ma cuisine, donc voilà. Le beurre vient de la fromagerie de Granges-sur-Baume qui est juste au-dessus. Tous les fromages qu'on utilise aussi sur le restaurant viennent d'ici. Je commence du côté chair. Bien les saisir au départ sur un beurre qui est légèrement noisette. Et je vais les retourner, qu'elles soient à peine colorées. Et dedans, on va finir vraiment en cuisson en très basse température, qui reste moelleuse à l'intérieur. Un petit peu de poivre pour vous monter un petit peu le goût. La vinaigrette de noix, justement. Une petite pâte de noix que je mets sous le filet de truite chaud, justement, et qui apporte un petit goût sympathique à la truite. Voilà. Donc on va mettre un petit peu de savagnin sur nos filets de truite. On va apporter un petit goût. La cuisson de la soupe, il faut qu'elle reste souple. Donc on mélange bien avec une petite vinaigrette. Quelques petits œufs de truite. Donc, encore tiède, posé sur la salade. Voilà. Et donc, notre petite salade de truite à la vinaigrette de noix. Voilà. Nous terminons notre périple devant l'abbaye de Baume-les-Messieurs. Nichée là depuis le IXe siècle, elle est la destination finale de notre randonnée. Un voyage de 180 km, trait d'union entre deux massifs, les Vosges et le Jura.